Europe 1 matin. Le club de la presse européen, dernier décompte fébrile à l'Assemblée nationale avant deux votes cruciaux aujourd'hui pour la réforme des retraites. C'est l'heure de vérité. C'est une journée très importante pour le texte. Alors au Sénat, l'urne ouvre dans moins d'un quart d'heure. À l'Assemblée nationale, rendez-vous cet après-midi 15h. À l'Élysée, réunion des ministres concernés hier soir autour du président de la République. Et ce matin, encore une réunion de calage avec tous les chefs de la majorité. Alors est-ce que l'exécutif va s'en remettre au vote des parlementaires, sachant que c'est qui tout double, ou bien est-ce qu'il va leur griller la politesse par le recours au 49.3. Bonjour Charlotte Dornelas. Bonjour Dimitri. Bienvenue sur Europe 1, journaliste à Valeurs Actuelles. Carole Barjon, grand reporter à l'Obs, est avec nous aussi. Bonjour Carole. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Bon, on se fait un petit tableau peut-être pour commencer, Carole. Les scénarios possibles, qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui? Vote favorable, défavorable, etc. Donc vote favorable, ça, là, formidable, tout va bien. Oui, vote favorable, là, il n'y a pas de souci. On fera le décompte tout à l'heure. Le texte et donc le report de l'âge légal sera légitimé, ce qui était quand même l'objectif du gouvernement et d'Emmanuel Macron. Et Laurent Berger rentre priorité dans sa maison puisqu'il a dit, si c'est le vote, on accepte. Oui. La CGT, on verra. Je suis respectueux de la démocratie et du vote du Parlement. Le problème, c'est qu'on ne sait rien avant le début de l'après-midi, pratiquement. Qu'est-ce qui se passe si le vote est défavorable? Moi, je trouve qu'il y a eu, si vous voulez, ce que je trouve un peu étonnant, c'est qu'il y a eu des messages un peu contradictoires de la part de l'Élysée, là. Parce qu'on nous dit à la fois... Ça n'arrive jamais. On nous dit à la fois, on va au vote. Enfin, c'est le message qu'on fait passer dans l'entourage d'Emmanuel Macron. On va au vote, donc on suppose qu'ils ont fait leur dernier comptage et qu'ils pensent que ça passe. Oui. Bon. Parce qu'on voit mal prendre le risque d'un échec. Ou ils disent qu'ils pensent que ça passe. Et dans un deuxième temps, on fait passer le message, si ça passe pas, ou attention à la menace de dissolution. Ce qui est un message un peu contradictoire. Ouais. Alors, attends, il faut dire quand même ce message, comment il circule. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas de communiqué de presse. C'est les entourages. Voilà. Bon. Ça bruisse de la rumeur d'une éventuelle dissolution. On fait savoir que le président agite cette menace. Et donc, je trouve ça parfaitement contradictoire, parce que, ou bien, quand il dit on va au vote, ça veut dire qu'il est certain d'avoir une majorité, qu'ils ont fait leur dernier comptage, qu'il y a eu des dernières négociations dans la nuit, etc. Ouais. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'agiter une menace. Donc, c'est un peu bizarre. Donc, au fond, tout peut encore se passer. Alors, petite mécanique parlementaire, Charlotte Dornelas, imaginons qu'on aille au vote et que le vote soit défavorable. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Là, en effet, c'est ce que la menace de la dissolution pointe le bout de son nez. Enfin, ça pour le texte, je pense pour le texte. Parce que, non, c'est pas ça qui se passe, Charlotte. C'est que concrètement, le texte, il part en seconde lecture. Et droit d'amendement illimité. Et on est toujours sous l'article 47.1. Ça veut dire que l'échéance, c'est le 26 mars. Donc, autrement dit, il va y avoir un tunnel de 49.3. Et donc, c'est l'humiliation finale pour l'exécutif. Oui, puis pour tout le monde. C'est l'humiliation ajoutée à l'humiliation et la colère ajoutée à la colère. C'est sûr que ce serait pas une bonne chose, mais moi, je finis par me dire, c'est-à-dire que la rumeur, on va dire, de la volonté du vote est tellement insistante que je finis par me dire qu'Emmanuel Macron veut se sortir les mains du cambouis en réalité. Donc, il nous explique que lui, évidemment, il voudrait un vote parce que tout le monde préfère avoir un texte par le vote et que si jamais il y a un 49.3, c'est vraiment pas lui qui l'aura voulu. Là, vraiment, c'est vraiment pas lui qui l'aura voulu. Il n'avait pas les moyens de sa politique. C'est ça, il n'avait pas les moyens de sa politique. D'ailleurs, la menace de la dissolution a été aussi précédée d'une menace qui pesait sur les députés Renaissance si jamais ils émettaient le moindre doute au moment du vote. Enfin, on sent qu'il y a une fébrilité qui est quand même réelle sur le texte et on le comprend parce qu'on a tous notre petite calculette et on sait que c'est quand même extrêmement chaud de voter. Allez-y. Allez, les contre. 88 députés RN, 150 NUPES. Vous en avez 16 sur 20 à peu près du groupe indépendant LIO qui est contre. Vous en avez un chez Horizon, chez Édouard Philippe, voilà. Yannick Favennec. Vous en avez 15 à 20 chez LR sur 61. Bon voilà, ça fait entre 273 et 279 voix contre. Les pour, vous en avez au moins 165 sur 170 chez Renaissance. Les autres, a priori, s'abstiendraient. 26 sur 29 chez Horizon, 50 Modem, 35 à 40 LR. Les 3 ou 4 indépendantistes ceux qui ne voteront pas contre, donc. Et vous êtes à 270, 280 pour. Non, mais vous voyez, la majorité est à 287. Donc on est entre 1 et 5-6 voix, quoi. Non, mais c'est pour ça que je vous avoue que je finis par ne plus très bien comprendre. Parce que, donc 49.3 oui, ça serait quand même finalement le plus simple. Et du reste, je vous rappelle. Mais pourquoi tout chichi alors, Emmanuel Macron, au mois de septembre, voulait passer au 49.3 très vite en septembre.
Et puis, évidemment, il s'est laissé convaincre par Elisabeth Borne. Non, ça fait coup de force, donc il faut passer par un vote, etc. Mais si c'est pour en arriver au 49-3... enfin là, c'est le scénario d'un 49-3 malgré lui. Dans les jours qui viennent, autant, voilà, il aurait pu le faire en septembre. Ça aurait été, tout le monde aurait hurlé au coup de force pendant une semaine, mais ça serait passé. Donc, je dis bien, si on va au 49-3, finalement. Bon, s'il a un vote, tant mieux pour lui. Est-ce qu'il grille politiquement Elisabeth Borne, sa première ministre, Emmanuel Macron, si on va au 49-3, Charlotte Dornelas? Parce qu'il y a la question de la dissolution et puis il y a la question aussi de l'avenir de la première ministre. C'est pour ça, en tout cas, c'est sur elle que pèse la décision, en tout cas dans l'imaginaire, on va dire, qui est mise en place depuis quelques heures maintenant. Emmanuel Macron, il est parfois étonnant dans ses décisions, ses maintiens de ministres, ses retraits de ministres. Donc je vais vraiment pas faire de boule de cristal sur l'avenir d'Elisabeth Borne, j'en sais absolument rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en effet, depuis l'Élysée, on a l'impression que vraiment on veut aller au vote parce qu'on veut de la légitimité. Et d'ailleurs, sur le fond, le discours même est problématique parce que quand vous dites que ce qui est la stricte vérité, que le 49.3 est un outil constitutionnel et que donc ça n'est pas un passage en force, mais qu'en même temps vous construisez tout votre discours en disant on veut pas du 49.3 parce qu'on veut la légitimité par le vote, vous délégitimez par ce même discours le 49.3. Donc en fait, à la fin, franchement, s'ils utilisent le 49.3, ils se seront mis eux-mêmes dans une situation où ça aurait quand même été mieux sans 49.3. Bon, alors du coup, le langage est pas très, pas très maîtrisé, c'est vrai. Et la dissolution. Mais sur l'avenir d'Elisabeth Borne, moi, je ne suis pas très inquiète pour elle, si je puis dire. C'est-à-dire il me semble qu'elle est quand même très loyale au président. Regardez, les sondages Odoxa ce matin, vous avez quand même 62% des Français qui pensent que dans cette affaire de retraite, la démocratie n'a pas été respectée. Alors la loyauté d'Elisabeth Borne vis-à-vis d'Emmanuel Macron, ça pèse pas lourd quand même par rapport à ça, non ? Oui, écoutez, moi je partage pas du tout cet avis. Je pense qu'il y a eu vraiment des concertations, des négociations. Le gouvernement a énormément fait de concessions aux Républicains, on le sait. Donc non, ça on peut pas dire que la démocratie n'a pas été respectée, c'est faux. Bon, et quant à Elisabeth Borne, je pense que comme elle est loyale, je vois pas pourquoi, Emmanuel Macron écourterait son mandat, dans la mesure où on voit pas très bien qui pourrait mettre à sa place. Écoutez, c'est pas facile de trouver c'est pas facile de trouver un non mais Bruno Le Maire, qui est des candidats oui, enfin s'il y a une crise financière, quand on vise la présidentielle, la case Matignon est pas forcément la meilleure. Vous avez raison. Bon, donc voilà, moi je pense qu'elle est assez pratique pour Emmanuel Macron. Alors autre sondage, je vous le livre, il est donné par Challenge, sondage Harris Interactive. Dissolution, s'il y en avait une, 49% des Français souhaitent une dissolution, c'est quand même beaucoup, 1 sur 2. Quel est le scénario? Est-ce que ça serait une bonne affaire pour Emmanuel Macron, pensez-vous? Carole, peut-être? Non, je ne crois absolument pas à cette menace. Vous ne croyez pas à la dissolution? Il agite cette menace, mais je n'y crois pas du tout. Ah bon? Parce que qui est-ce qui irait au tapis dans ce cas-là? Je veux dire, ça veut dire quand même que les députés, tout le monde doit se représenter. Il faut constituer une nouvelle majorité. Je pense que ça profiterait beaucoup plus au Rassemblement national d'abord. Les LR, c'est sûr que ça serait pas une bonne nouvelle pour eux parce que comme on comprend plus rien à ce qu'ils font, il n'est pas certain qu'ils reviennent en nombre. Donc ils sont déjà que 61. C'est sur Temple qu'il y a ce pistolet appelé dissolution. Donc finalement, je ne vois pas très bien comment ça pourrait profiter à la majorité actuelle. Non, mais ça ne profitera pas. Et par ailleurs, là encore une fois, le message il est assez désastreux parce que c'est comme la question de la légitimité politique institutionnellement, elle n'est absolument pas discutée. Sur le fond, il y a une vraie interrogation du soutien populaire qui est absolument nécessaire à la vitalité, on va dire, de la démocratie, qui en effet n'est pas bafouée sur le terrain, là encore une fois, des outils utilisés, de l'institution et des discussions. Mais à la fin, quand vous vous dites non, la dissolution, on va pas y aller parce qu'en fait, les deux partis qui seraient vraiment, vraiment dans l'embarras, c'est les deux qui précisément sont en train de voter ensemble la réforme et ils seraient vraiment dans l'embarras dans les urnes le lendemain de cette réforme. C'est un peu un message, lui aussi problématique, à entendre aujourd'hui.
aujourd'hui. Donc franchement, la séquence, moi je serais eux, je ferais surtout rien et je me ferais oublier. Quoi. Oui. On transmet les conseils à l'Élysée. Merci beaucoup Charlotte Dornelas. Ça a une de Valeurs Actuelles cette semaine, Charlotte. Alors c'est ChatGPT, voilà, la question de l'intelligence artificielle et de ce qu'elle permet de mettre dans le cerveau de nous tous. Le grand lavage des cerveaux, vous titrez en jaune, fidèle à votre couleur. L'Obs, à la une de l'Obs, Carole Barjon. Le grand débat sur la fin de vie. Oui. Et où on lance un appel avec un certain nombre de personnalités, dont Nathalie Baye, par exemple. Qui est à la une de l'Obs, le manifeste des 109, signataire notamment Christian Estrosi, que nous recevions tout à l'heure. Et alors, figurez-vous que la fin de vie, précisément, sera demain le thème du vendredi thématique d'Europe 1. De nombreux invités, des débats, histoire de se positionner sur cette question qui va s'imposer dans l'actualité dans les semaines qui viennent. La Convention citoyenne achève ses travaux d'ici quelques jours. Merci, mesdames. À demain. Carole Barjon, enfin, à la semaine prochaine, pardon. Charlotte Dornelas. Anissa Dadi, à demain.